tous les sujets qui touchent à la personnalité. Et dans le monde, est-ce que vous avez eu conscience que le Brexit a failli ne pas pouvoir se faire à cause du droit ? C'est-à-dire que l'Union européenne était tellement verrouillée, enchevêtrée de règles, de normes, de traités, qu'il a fallu, pour détricoter tout ça, mais des armées entières d'avocats et des mois et des mois et des mois, au point que la décision politique a failli être mise en échec par le corpus de règles. Le règlement intérieur de mon barreau. Vous savez que le barreau, quand on est avocat, à Paris, il y a d'abord une école, le FB, dans laquelle, c'est drôle, on le voyait tout à l'heure avec vos chefs, il y a autant d'élèves que dans votre école. Environ, je crois que vous êtes environ 1900, et ils sont environ, non, vous êtes 1700, ils sont environ 1900. Eh bien, quand on prête serment d'avocat, on rentre dans on passe un contrat avec son barreau. Et ce contrat, il est réglé par une sorte de constitution, comme la constitution de la Ve République, il y a la constitution des avocats, ça s'appelle le règlement intérieur. Figurez-vous, je suis tombé dans un vieux tiroir un jour que j'ouvrais à l'ordre des avocats, sur un règlement intérieur de mon année de naissance, 1963. Ça fait 15 pages. Ça fait 15 pages. Aujourd'hui, le règlement intérieur, il est épais comme le Code civil. C'est dingue, comme le Code civil. On est passé de 15 pages. Là, c'est pas 10 fois plus, c'est peut-être 1000 fois plus. Ou en tout cas, plus de 100 fois plus. Et la guerre. Et la guerre. Et les relations internationales. Et la guerre. Vous avez vu que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Poutine. Et moi, j'ai tout de suite écrit un article dans le JDD là-dessus, en disant, aujourd'hui, on disait, si tu veux la paix, prépare la guerre. Peut-être que demain, on dira, si tu veux arrêter la guerre, va voir des avocats, va voir des juristes. Incroyable. Autrefois, pour vous, c'est très vieux, mais pour nous, c'est l'histoire récente, c'est hier. La guerre de 40, elle s'est arrêtée comment ? Après les traités de paix, on s'est retrouvé devant un tribunal, le tribunal de Nuremberg, pour juger les criminels nazis, ou ce qu'il en restait. Ce tribunal, il est donc intervenu après la paix. Et maintenant, il intervient pendant la guerre, la Cour pénale internationale. J'ai une collaboratrice à mon cabinet qui a votre âge, peut-être 2 ou 3 ans de plus, c'est pour être ici avec moi, avec vous. Elle est en ce moment à Kiev. Elle s'appelle Clara Gérard Rodriguez. Elle est à Kiev en tant qu'avocate, mise à disposition par mon cabinet auprès du parquet général aux fins de participer à la recherche de preuves de crimes de guerre. C'est-à-dire que jamais le droit n'était rentré dans la guerre à ce point. Je pense qu'il y a dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine une sorte d'échec absolu de la diplomatie internationale. Et si c'était le triomphe du droit ? Et si c'est le droit qui réussit à arrêter la guerre ? Et si le mandat d'arrêt international ? Alors vous me direz, le mandat d'arrêt international de Poutine, il peut dire, j'en ai rien à faire. Regardez, De Gaulle a été condamné à mort. Oui, mais De Gaulle a été condamné à mort par la France, par ceux qui allaient devenir les collabos. Il n'a pas été condamné à mort par une instance internationale. Ici, Poutine, il n'est pas condamné à mort, poursuivi par l'Ukraine ou par
des organes russes qui dénonceraient son action, il est poursuivi par un tribunal pénal international, la Cour pénale internationale. Donc, dans ma vie courante, dans ma vie d'homme et de femme, les enfants, le mariage, le divorce, dans ma vie de patrimoniale, dans ma vie, petite parenthèse, les conseillers en gestion de patrimoine, c'était un métier qui n'existait pas. Il y avait les banquiers, etc. Il y avait les sociétés de bourse. Maintenant, vous avez des conseillers en gestion de patrimoine à qui vous allez demander des conseils pour gérer les quelques sous que vous avez. Ben, ces gens-là, avant de pouvoir être conseillers en gestion de patrimoine, ils doivent déférer à un certain nombre de suggestions administratives hallucinantes qui sont mises en place par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On est dans un pays, dans un régime, dans une société libre et libérale, mais qui n'a jamais été aussi contrôlée. Vous fondez une petite société, ça a l'air de rien, elle est facile, les statuts sont faciles. Mais après, vous devez être domicilié chez un expert comptable, machin. Enfin, vous avez des avocats qui vivent simplement de ce qu'on appelle le secrétariat juridique. Donc ma vie familiale, ma vie patrimoniale, ma vie personnelle, ma vie sportive, mon image dans la relation aux autres, c'est-à-dire le contrat, ou la relation quasi délictuelle, c'est-à-dire si je mets un pain dans la gueule d'un autre. Tout ça, c'est réglementé par un ensemble, un corpus juridique qui n'a jamais été aussi complexe, aussi riche, aussi protecteur, mais qui, je veux dire, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à force de trop réglementer, à force de trop superposer les règles aux règles, ben on s'y perd. Et la vieille règle, le vieil adage, comme on dit chez nous, les adages, vous savez, c'est les principes. Nul n'est censé ignorer la loi, se perd, se dissout dans une véritable inflation de textes. Et puis, jamais le droit n'aura été aussi présent aussi dans les relations internationales, au point peut-être d'arrêter la guerre. Voilà. Donc, vous avez choisi le bon métier. Et je vous en félicite. Alors, dans ces métiers du droit, vous avez énormément, une palette infinie. Vous pouvez... les métiers qu'on connaît tous et depuis toujours, c'est le métier d'avocat. On dit que c'est le plus vieux métier du monde, comme un autre. Depuis Démosthène, on existe, nous les avocats, en Grèce. Puis Cicéron, à Rome. Et puis, on disait de la France que c'était une république d'avocats pendant les 3e et 4e républiques, avant la 5e république. Pourquoi ? Parce que c'était les avocats qui trustaient tous les mandats parlementaires et tous les portefeuilles de ministres, voire de président de la République. Mais il n'y a pas qu'en France. Mandela était avocat. En Inde, c'est qui en Inde le grand ? Gandhi, il était avocat. En Angleterre, qui était avocat ? Churchill, tu crois ? Est-ce que Churchill était avocat ? Je ne sais pas comment. J'ai interdit qu'on ouvre qu'on regarde les non. Tony Blair, avocat en France, évidemment. Sarkozy, Mitterrand. Mitterrand. Hollande était énarque, mais il a eu l'équivalence. Donc, on peut être avocat. Avocat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est une racine latine, ad vocare,
avocat, ad vocare, vocare, parler. Parler pour quelqu'un. Je parle pour quelqu'un. Et en ça, c'est vraiment le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que quand vous avez un problème personnel et que vous êtes au téléphone pendant des heures et des heures avec votre copine, votre copain, vos copines, etc., et que vous sentez que vous partez en boucle, comme on dit, à raconter toujours la même chose, l'avocat est donc à vous user et à faire que votre discours devient absolument inefficace. Vous confiez à quelqu'un qui va parler pour vous cette mission-là, et il va sortir de la boucle, aller droit au but, et faire passer votre argument. Et soi-même, on le sent bien quand on est avocat. On se sent parfois bien plaider pour les autres. Et boum, j'ai un problème perso. Boum, ça me tombe dessus. Et je m'aperçois que je n'arrive pas bien à m'exprimer. Je m'aperçois que c'est mauvais, je m'aperçois que c'est filandreux, je m'aperçois que c'est en boucle. Donc c'est un métier magnifique. On parle pour les autres. Et puis il y a une autre racine latine, advocatus, ça veut dire au secours. Ah, au secours. C'est-à-dire qu'on va chercher un avocat quand tout va mal. Alors c'est l'image d'Épinal, c'est la prison, le truc, le machin. Tout va mal. J'appelle un avocat. Et quand tout va mal pour l'avocat, il appelle son bâtonnier, son chef. Appeler le bâtonnier de Paris, c'est un cri qui a retenti dans des prisons en Turquie. Ce travail qui consiste à faire que le mal qu'on reçoit est un ballon de rugby et qu'on le passe à quelqu'un, ce transfert qu'on voit chez les psys, eh ben nous en sommes, comment dirais-je, les garants, et nous avons cette responsabilité aussi morale énorme, puisqu'on nous confie des secrets, etc. etc. D'accord? C'est ça un métier d'avocat. Alors ça, c'est le métier d'avocat. Ça marche plus? Vous croyez que de ce côté-là, ça marche mieux que de ce côté-là? Oui. D'accord. Alors, ça, c'est le métier d'avocat. Ça, c'est le métier d'avocat, comme on le voit dans les films, quoi. Mais c'est le cœur du métier. C'est le fondement de mon engagement, de notre engagement. Mais avocat, c'est d'abord être un juriste. Et le juriste, il participe à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il s'occupe du Brexit, il s'occupe de la Cour pénale internationale, il s'occupe du mandat d'arrêt international, il s'occupe même tout simplement du secrétariat juridique d'une entreprise. Il s'occupe de gratter ces contrats, qui autrefois faisaient 10 pages, qui en font 100 ou 1000. Il s'occupe de mettre en œuvre la règle de droit. Donc il fait tout ça, l'avocat. C'est pour ça que, quand j'ai prêté serment, quand on a prêté serment, on était 5500 au barreau de Paris. Voilà, 85. Aujourd'hui, on est 30 000 avocats. 32 000, je crois. Vous vous rendez compte, en une génération. Et il n'y a pas plus d'avocats qui crèvent la faim qu'à l'époque. Il y en a un, mais il n'y en a pas plus. C'est-à-dire qu'on a eu raison d'augmenter le... vous avez bien compris ce qu'était donc le droit. Le droit consiste à établir une règle de fonctionnement entre les gens. Il y a deux droits, si je puis dire. Il y a le droit du contrat et il y a le droit, comme je vous disais tout à l'heure, de la responsabilité. Je te mets un pain dans la gueule. D'accord ? Ça sert à ça, le droit. Si ce contrat n'existait pas, qui est un contrat parfois invisible. C'est un contrat invisible quand je te donne un paquet de cigarettes, ouais, tu m'offres un café tout à l'heure. C'est un contrat, c'est une parole, mais c'est un contrat. Et le contrat, il est aussi invisible
quand on sort du contrat et quand on est dans la responsabilité. Par exemple, quand on se retrouve dans une voiture de métro, toute une foule, ben, il y a un contrat entre les gens. C'est quoi ce contrat? C'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne se frotte pas aux voisins, on ne met pas une main je ne sais où, on n'hurle pas, etc. On appelle ça des incivilités, mais au-delà de l'incivilité, c'est évidemment constitutif d'infraction pénale. Donc là encore, il y a un contrat. Et c'est ce qu'on appelle le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire qu'on n'est pas des bêtes, on est des êtres humains, on va travailler ensemble, on va produire de la valeur, on va monter tous ensemble, mais cela nécessite qu'une règle du jeu soit mise en place. Contrat civil ou bien délictuel, ou quasi délictuel, à responsabilité. Donc je vous disais, il y a l'avocat. Et puis il y a le juge. Alors le juge, c'est aussi un métier magnifique, juge. Un métier magnifique de juger. Alors c'est plus compliqué d'avoir la vocation au début. Qui suis-je pour juger quelqu'un? Attends, t'as pas lu Kafka, le procès. On est tous juges de quelqu'un. On passe notre vie à juger les autres. On juge nos parents, on juge nos enfants, on juge nos amis, on juge Macron. Il était bon ou il n'était pas bon avant-hier? On juge Dieu. Mon Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça? On passe son temps à juger. Juger, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que quand on juge dans notre inconscient, on juge avec nos règles morales, avec nos petits repères à nous, très bien. Mais quand on est juge pour juger des gens au nom du peuple français, parce que, attention, on juge, c'est écrit dans tous les jugements, au nom du peuple français. C'est pas rien. C'est très impressionnant. Même moi, au bout d'années et d'années et d'années de justice, de tribunaux, de cours, à chaque fois que je vois la formule « au nom du peuple français » qui est écrite sur un jugement, je regarde ça et je m'arrête. Et je suis moi-même impressionné. Au nom du peuple français. Alors t'es qui, toi, pour juger au nom du peuple français? Ben, il y a deux possibilités. Soit c'est le concours, le NM, concours difficile. Mais un concours, quand on veut, vous savez. Pourquoi j'ai envie de vous donner envie, là, j'ai envie de vous dire, vous avez le meilleur engagement du monde. Vous avez choisi le droit. Si vous en êtes persuadé de ça, alors si vous voulez être magistrat, vous réussirez à être magistrat. Alors si vous voulez être avocat, vous réussirez à être magistrat. Moi, je suis très, très copain avec Debré, qui a été le président du Conseil constitutionnel, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a été président de l'Assemblée nationale, et qui d'abord a été magistrat. Et Jean-Louis Debré, quand des étudiants lui disent « Mais vos études, racontez-nous, Jean-Louis Debré, vos études. » Ah ben, j'ai pas eu le bac, moi. Pas eu le bac. Pas eu le bac. Donc je suis passé par la capacité en droit. Capacité en droit, c'était comme de notre temps, il y avait le bac G, qui était le mauvais bac, le bac de ceux qui étaient mauvais, qui n'allaient jamais rien faire de la vie. Il y avait ceux qui n'avaient pas leur bac, c'était pareil, on disait il est foutu. Ben, Jean-Louis Debré s'est inscrit en fac, en capacité. Au bout de 2 ans, il retrouvait le cursus de première année. Il a fini magistrat, il a fini au plus haut poste que la République peut offrir. Quand on veut, on peut. Mais d'abord, il faut aimer, il faut avoir envie. Il faut être sûr et certain que mon engagement, je suis juriste, j'ai choisi le droit, c'est pas un engagement moins bien, c'est le meilleur, c'est celui qui est au top. Alors magistrat, bah, c'est le concours ou c'est le tirage au sort.
Alors je disais, le concours, il faut être excellent, sauf que Jean-Louis Debré, il est passé par, il n'a pas le bac. Mais et parfois, on peut avoir, même pas, ne pas avoir le bac. On peut être tiré au sort dans la rue. Dans la rue. Et vous participez à ce qu'on appelle un jury populaire de cour d'assises pour juger les crimes les plus hauts, les plus graves, ceux qui font que les accusés encourent perpétuité, c'est pas rien, perpétuité. Donc pour les crimes les plus graves, on tire au sort des gens dans la rue. Pour les délits les moins graves, il faut faire des années d'études. Allez comprendre, ou au contraire, inspirez-vous du truc. C'est-à-dire que être juge, c'est simplement, il faut avoir envie, parce qu'évidemment, quand on est tiré au sort, si on ne veut pas, il y a 2-3 possibilités pour être écarté et puis pas y aller. Alors, être juge, je l'ai pratiqué, moi, à l'ordre des avocats, à la fin de ma carrière à l'ordre des avocats. Ma carrière est encore longue, j'espère, mais on m'a demandé d'être juge disciplinaire. Donc, j'étais le patron du disciplinaire des avocats. 30 000 avocats, il y en a toujours qui font des conneries tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font comme conneries? Alors, il y en a qui piquent l'argent des clients, il y en a qui ont des relations sexuelles avec leurs stagiaires, leurs collaborateurs, il y en a qui injurient des juges, il y en a qui gagnent leur procès en faisant des faux contrats, des faux en écriture, des fausses pièces. Vous avez tout ce possible et imaginable. Et là, j'ai découvert ce qu'était juger. J'ai découvert, c'est un truc incroyable de juger. Et ça a changé mon métier d'avocat. C'est-à-dire, en étant juge, j'ai peut-être mieux compris comment il fallait et comment on pouvait défendre. Quand vous êtes juge, vous regardez d'abord, vous lisez le dossier, et puis vous vous dites, mais ce gars, je le connais, ça me dit quelque chose, on se connaît tous un peu au pas. Et quand vous vous dites ça, tout de suite, il doit y avoir un réflexe dans le cerveau qui dit, tu le connais, mais tu n'as pas le droit d'avoir de préjugés. Hein. Attention. D'accord? Et là, il y a une petite voix intérieure, une sorte de dialogue à l'intérieur de votre tête et de votre cœur et de votre âme d'avocat qui ne vous quitte pas pendant toute l'affaire. Donc vous ouvrez le dossier et puis il faut se débarrasser des préjugés. Puis vous êtes assis, moi je présidais, donc j'avais en général, on est toujours un nombre impair quand on vote pour qu'évidemment il n'y ait pas un partage des voix, il faut qu'il y ait au moins une voix de plus pour dire coupable ou non coupable, et puis la peine après. Et là, ça va jusqu'à la radiation. Hein. Le gars, il n'est plus avocat. Hein. Alors, on est là avec les autres, tous en robe, dans une salle très solennelle. Et puis, l'avocat qu'on va juger, on le voit arriver. Il ouvre la porte, là-bas, au fond. Il ouvre la porte et il a un visage. Et là, ce visage, vous regardez. Vous dites, putain, je le connais, ce mec, ou je le connais pas. Et vous vous dites, mais il est vachement sympa, le mec. Ou vous vous dites, mais quelle gueule de con il a. Et à chaque fois que vous vous dites ça, vous avez évidemment l'antidote dans le cerveau qui dit, tu ne peux pas t'arrêter à ce genre de préjugés. Donc, vous mettez les préjugés à la poubelle. Donc, il arrive et vous vous dites, ah ouf. Et là, vous vous dites, j'ai gagné. Peu importe, il a vraiment une sale gueule, mais franchement, je suis neutre, il n'y a pas de problème. Ou il a vraiment une bonne gueule, le type, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais c'est dingue ça. Et forcément, et voyez, la justice, c'est ça aussi. Donc le juge, l'effort qu'il va faire, c'est de, paf, poubelle. L'avocat, l'effort qu'il va faire, il est inverse. Le type qui a une sale gueule, il va essayer de le rendre sympathique. Le type qui a une bonne gueule, il va caresser ça dans le bon sens du poil. Je me souviens d'un gars que j'avais défendu aux assises à Dijon. Et
il était en liberté, c'était des viols par... c'était un psy, quoi. Un psy qui violait. Bon. Et il vient me voir, je me souviendrai toujours, le week-end d'avant, donc on devait commencer le lundi matin à 10h à Dijon. Et donc le samedi, le dimanche, je travaille chez lui, on avait mis en liberté. Je travaille au cabinet avec lui, puis il vient avec sa femme ou sa compagne. Et puis au moment de lui dire au revoir, le dimanche soir, je lui dis, monsieur, la petite barbiche là, vous avez la petite barbiche, vous allez me raser ça demain. Et sa femme, ou compagne, me dit, mais attendez, maître, je ne me suis jamais exprimé, hein. Vous connaissez, ça fait 2 jours, je n'ai pas ouvert la bouche. Effectivement, je n'ai pas ouvert la bouche depuis 2 jours. Mais là, c'est mon domaine, ce n'est pas le vôtre. Chacun sa place, maître. Ben, je lui dis, écoutez, madame, vous faites ce que vous voulez, mais demain, ce que je voudrais, c'est qu'il arrive, et puis ce t-shirt bariolé, vous me virez ça, il arrive de telle sorte à ce que les juges jamais se disent il est habillé comme ça ou comme ça. De telle sorte à ce que les juges, pendant la pause déjeuner, si l'un dit à l'autre, dis donc, il est habillé comment le gars? Moi, je ne sais pas. D'accord? Il ne doit pas y avoir. Il doit pas y avoir d'aspérité de la personnalité qui passe à travers là. Bon, donc je me fais rabrouer par la bonne femme, très bien, je m'en fous après tout, hein, moi. Bon. On se retrouve aux assises le lendemain et l'avocat général, et ça rate pas pendant le réquisitoire. Ah, ce monsieur X qui a une tête de Landru, il a une tête de Landru. Bah oui, il avait la tête de Landru, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, Landru, le type qui avait tué ses femmes, il a tué 5 femmes, je crois, puis il les a fait brûler. Donc, il faut d'abord, quand on est juge, se départir d'un a priori. Et contrairement à ce que j'imaginais, c'est dur. Mais c'est peut-être dur parce qu'on est juge disciplinaire et qu'on est censé connaître un peu nos avocats. Et puis ensuite, bizarrement, le gars, au moment où il s'assied, au moment où il vous dit bonjour, vous vous souvenez de l'itinéraire d'un enfant gâté, la façon de dire bonjour? Au moment où il vous dit bonjour, il y a un bon ou il y a un mauvais feeling. Vous vous écartez. Au moment où il prend la parole, il y a un bon ou un mauvais feeling. Au moment où il nie les faits, ou bien où il les reconnaît, il y a un bon ou il y a un mauvais feeling. Donc à chaque fois, vous écartez, vous écartez, vous écartez, vous écartez. Et à chaque fois, quand on est avocat, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et c'est parce qu'on a été juge qu'on comprend ça. Ce mouvement de piston comme ça. Et à un moment, le juge, je vous jure que ça se passe comme ça, il a ce qu'on appelle une intime conviction. À un moment, il se dit, le gars, il est coupable. Ou le gars, il est non coupable. À quel moment de l'instruction, comme on dit, ça arrive? Est-ce qu'on va attendre les plaidoiries? Est-ce qu'on va attendre le délibéré? Ça dépend. Ça dépend. On en a jugé un avec ma commission disciplinaire il y a quelques semaines, mais pas très longtemps. Il y avait 2 jours d'audience. Et le premier jour d'audience, à 18h pile, on s'est tous regardés, on avait compris. On savait exactement ce qu'il en était et ce qu'on ferait. Et c'est marrant parce qu'on s'en est parlé après et on s'est dit, oui, mais attention, hein, on n'a pas le droit de... Il faut lutter contre ce préjugé. Oui, mais ce préjugé, c'est déjà une intime conviction. Attention, il reste une journée d'audience. Et cette journée d'audience, bien sûr, on l'a tenue. Et moi, ce que j'ai fait, le matin, j'ai dit aux avocats, voilà, les débats d'hier nous ont tous conduits vers un chemin. Et maintenant, il y a cette question-là en particulier qui va se poser à vous. Vous devez combattre cette... Voilà. J'ai donné aux avocats, je leur ai montré où nous en étions, pour leur permettre justement de se situer au même endroit que nous. Ce qui est détestable, c'est quand un avocat plaide sur quelque chose qui est acquis depuis toujours, etc., etc. Donc, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de plus passionnant que de mettre en place, soit qu'on est avocat, soit qu'on est magistrat, ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on juge ou quand on plaide.
Mais il n'y a pas qu'avocats et magistrats. Il y a le greffier. Le greffier, il est là. Tout le monde croit qu'il écrit. Autrefois, on disait le plumitif d'audience. Ça sortait de la plume. Maintenant, évidemment, il est sur son ordi, le greffier. Il donne une image de transparence et de fidélité au débat. C'est-à-dire que pendant des années, après, quand on rouvrira le dossier, on verra exactement ce qui s'est dit. Et ce n'est pas facile de transcrire une parole qui est sous le coup des émotions. Les larmes de la fille qui a été violée, l'arrogance du salopard, c'est pas facile. Et il est là, ou elle est là pour ça, le greffier. Et puis pour être aussi le gardien de la procédure. Vous savez que la procédure, c'est compliqué, il y a plein de recettes de cuisine. Ah, monsieur le juge, vous avez oublié de mettre le sel. Vous avez oublié de dire au témoin ou de dire à l'accusé qu'il avait la parole en dernier. Combien de fois le greffier le rappelle au président? Vous voyez, c'est donc un rappel à la loi de celui qui juge au nom de la loi. Et puis il y a l'huissier, on les appelle les commissaires de justice. Alors il est à l'audience, mais il a surtout un rôle dans l'exécution des décisions de justice. Donc vous avez tout simplement, et de façon plus large encore, ce que nous appelions le juriste, celui qui fait les contrats, Voilà donc tous ces métiers du droit qui, quand ils se mettent les uns et les autres à côté, composent une sorte de puzzle qui est absolument magnifique. Absolument magnifique. Alors, vous me demandiez de raconter quelques bonnes histoires. Alors évidemment, j'en ai beaucoup. Je regarde l'heure qu'il est parce qu'il faut que Il est 7h moins le quart, c'est parfait. J'ai pile une heure pour maintenant nous faire plaisir. Là, je vous ai fait un petit peu j'ai positionné les choses. Alors, je vais commencer par un crime contre l'humanité. J'étais au Cambodge, à Phnom Penh, et je m'occupais des victimes de Duc. Duc est un gardien de camp de la mort. Le camp de la mort, là-bas, à Phnom Penh, s'appelle S21. Et entre 1974 et 1979, la période où les Khmers rouges ont, après une révolution, une guerre civile, dirigé le pays, dans ce camp de la mort, il y a eu 17 000 personnes qui sont mortes. Et c'était une ancienne école. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés à Phnom Penh? Ben non. Quand vous irez à Phnom Penh, vous visiterez l'école S21. Et vous serez pris par l'émotion d'une école. Et Duc a fini par être arrêté après la guerre, quand les choses sont venues en ordre. Et puis il a été jugé. Et j'étais dans ce procès, et moi je m'occupais des victimes, c'est-à-dire des fils et filles, des familles de celles et ceux qui sont morts dans le camp. Et nous étions donc, on appelle ça, constitués partie civile. C'est la première fois dans une cour pénale internationale, puisqu'à Nuremberg, dont je vous parlais tout à l'heure, les fils et filles de victimes des nazis étaient de simples témoins. Ils racontaient. Mais ils ne pouvaient pas, à égalité de droit avec l'accusé, participer à la procédure, demander des actes, des expertises, etc., puis demander de l'argent. Donc j'étais assis pendant le procès. Le procès a duré 6 mois environ, même peut-être un peu plus. J'y allais 1 semaine par mois. C'était pris en charge par des associations, etc., etc. Je n'étais pas payé, mais mes déplacements et mon hébergement étaient payés. Donc c'était un engagement, une main tendue, mais c'était absolument extraordinaire quand même. Et alors je vais vous raconter cette journée d'audience. Duc parlait en français très bien français, puisqu'il avait fait ses études à Paris, supérieures. Et un jour, le président, c'était une dame, une Australienne. Alors vous avez tous les juges qui viennent de tous les pays du monde, puisque c'est un tribunal international. Mais comme c'est à Phnom Penh et que Phnom Penh c'est d'influence française, c'était aussi en droit français. C'était à la fois du droit français et du droit anglais. Vous savez qu'il y a 2 grandes sources de droit dans le monde.
Il y a le droit français, qu'on appelle le droit romano-germanique, parce que c'est le droit romain, qui a été revisité un petit peu par le droit allemand, et puis qui a donné le droit français. Et ce droit français, romano-germanique, il se décline en France évidemment, mais aussi dans tous les pays d'Amérique du Sud, dans une bonne partie des pays africains, et jusqu'en Asie et en Chine. C'est du droit français, même s'il a été revisité par le communisme, tout ça évidemment. Et puis de l'autre côté, vous avez le droit anglo-américain, la common law, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis. Alors j'étais là, assis devant mes victimes, à 3,50 m du criminel contre l'humanité. 17 000 morts. Et quand vous regardez le type avec vos yeux, je vous assure que c'est très très impressionnant. Très très impressionnant. Alors, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête. Vous pensez évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, au camp de la mort. Vous pensez à Hannah Arendt, qui vient dire, théorie prodigieuse, que il s'agit d'humaniser les choses. Ça veut dire quoi, humaniser? Moi, j'ai jamais bien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Duch, c'est quelqu'un comme vous et moi. Ça veut dire que les gardiens des camps de la mort nazis, c'est des petits gars qu'on aurait pu trouver en fac de droit, à Sciences Po ou ailleurs. Et qu'on fait partie de la même humanité. Et que c'est en comprenant cela qu'on ira vers le plus jamais ça, parce qu'il faut comprendre avant de sanctionner, et en tout cas pour réagir. Il ne faut pas se dire c'est des monstres, des monstres, on ne les connaît pas, bon, pas de bol, il y a eu un monstre, voilà, on est tombé face à un monstre. Bon. Non, c'est des gens comme nous. Et si c'est des gens comme nous, on va peut-être trouver le moyen pour que ça ne se reproduise pas. Et ce moyen en particulier, c'est la justice. C'est-à-dire un procès qui explique, qui instruise et qui sanctionne. Et qui écrive une page de l'histoire. Au Cambodge, avant ce procès, dans les livres d'histoire, on ne parlait pas des Khmers rouges, de la période Khmer rouge. C'était une sorte de parenthèse un peu bizarre, sur laquelle on passait très vite en disant c'est le chaos. Et maintenant, on sait qu'il y a eu des camps de la mort. On sait qu'il y a un tiers de la population qui a disparu. Le Cambodge, c'était 6 millions de personnes. Après la période Khmer rouge, c'était plus de 4 millions. 2 millions de morts. Bon. Donc la présidente demande à Duch, à un moment donné, « Vous êtes un criminel contre l'humanité ?» ?»« Oui, Madame la Présidente. »« Quand êtes-vous devenu un criminel contre l'humanité ?» Et là, il a dit ceci. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Alors parfois il parlait français, parfois il parlait cambodgien, ça dépendait des jours. Mais c'est très émouvant pour nous de voir un mec, émouvant dans le sens, un mec qui parle français, quoi. Ça s'est passé en une fraction de... Le mec, vous connaissez Vigny, la mort du loup. Et ben, un jour, à l'audience, il s'est mis à réciter toute la mort du loup en français. Toute la mort du loup en français. Poème de Vigny qui fait, à lire, lisez-le ce soir, ne manquez pas, ça fait bien 10 minutes à lire. Madame la Présidente, je suis devenu un criminel contre l'humanité en une fraction de seconde. Et vous voyez, la fraction de seconde, ça m'envoie à ce que je vous disais tout à l'heure pour l'intime conviction. Dans la vie, il y a quelquefois des moments où tout bascule en une fraction de seconde, y compris quand on devient un criminel contre l'humanité. Monsieur Duch racontait. J'ai commencé ma carrière de militaire en uniforme. C'était la guerre. J'avais le droit, j'avais le devoir de tuer l'ennemi. Oui. Puis, c'est devenu la guerre civile. Et la guerre civile consiste à imposer une terreur dans un pays pour lui coller des institutions, un gouvernement, etc., sur un certain nombre de valeurs qui sont indiscutables et qui ne doivent pas être discutées. Donc, on va aller rechercher les traîtres, ceux qui trahissent ces valeurs.
Bon. Ben, j'étais chargé d'aller chercher des traîtres. Alors on m'en amenait, la délation, la fameuse délation, les corbeaux. On m'en amenait et je faisais un procès. Alors je faisais s'asseoir devant moi. Au début, je lui demandais même d'avoir un avocat, quelqu'un qui allait parler pour lui, puis je lui posais des questions. Et puis si je considérais qu'au bout du compte, c'était un traître, eh ben je liquidais, c'était la mort. C'était mon devoir, Madame la Présidente. Et là, la Présidente, elle dit oui. Puis, à un moment donné, il y a eu tellement de traîtres, qu'il a fallu que je mécanise les choses. Plus d'avocats, plus de questions. La torture, les aveux, la punition. Incroyable, vous voyez, parce que le gars, il avait besoin des aveux. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas tué un innocent sans aveu. C'est extraordinaire comme mécanisme. J'en suis toujours à me dire, mais comment ce mécanisme peut-il... Il avait besoin d'aveu. Il avait besoin de dire, oui, je suis un traître, donc je te tue. Et tant qu'il ne disait pas, oui, je suis un traître, le gars, on le torturait, oui, je suis un traître, arrêtez les tortures, je te tue. Incroyable. Et puis un jour, alors j'ai mécanisé ça. Donc il avait utilisé, je me souviens en mot français, mécanisé, c'est-à-dire des salles, des tortures en chaîne, des trucs, un procès, et la mort très vite. Bon. Et puis un jour, dit-il, et là vous allez voir, c'est prodigieux, je suis dans mon bureau, et il y a un de mes gars qui vient me voir en me disant, il y a une femme qu'on est en train de torturer, qui t'appelle et qui veut te voir, elle dit que c'est ton ancienne institutrice. Elle s'appelle Madame Machin. Et effectivement, dit-il, c'était mon institutrice. Celle qui m'avait repéré dans la province de Batakban, je me souviens qui m'avait envoyé à Phnom Penh pour faire mes études. Celle qui avait suivi mes études à Phnom Penh, qui avait collecté de l'argent pour que je puisse aller dans le quartier latin, faire des études supérieures. Celle qui prenait de mes nouvelles quand j'étais dans le quartier latin et que j'apprenais Vigny. Et là, il se met à réciter Vigny dans le texte. Je lui dois tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la sauve ou je laisse faire? Et là, je me souviendrai toujours, c'est un de mes grands moments de procès. On voit Douk qui était là. Et on sent qu'à ce moment-là, il s'est posé la question. Et il dit, je me suis posé la question pendant une fraction de seconde. J'ai eu une fraction de seconde de liberté. Et quand cette fraction de seconde a été échue, et que par un simple geste, j'ai dit laissez faire, torturez-la et tuez-la comme les autres, je me suis pris la tête dans les mains. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, j'étais un criminel contre l'humanité. Vous voyez, c'est absolument prodigieux. Parce que le gars, il comprend tout. Et il juge lui-même. Et il réussit à comprendre tout le mécanisme. Et il comprend aussi, il réussit à décliner ce qu'est la liberté. Ce qu'est la liberté. Et la difficulté parfois d'être libre. Et le courage qu'il faut parfois pour être libre. Parce qu'évidemment, s'il la sauvait, il devait, je pense, à ce moment-là, sauver les autres, ou il aurait été lui-même dénoncé parce qu'il l'avait sauvé, et lui-même, il aurait été tué, etc. Enfin, on imagine que dans son inconscient, c'est allé à toute vitesse. Et puis un peu plus tard, il nous dit, je suis plus bouddhiste, je me suis converti, je suis protestant. Ah! Alors c'était vrai d'ailleurs. Vous pensez bien dans des dossiers comme ça, les enquêtes de personnalité qui font des tomes et des volumes, etc. Effectivement, le gars avait abandonné sa religion, il était devenu protestant, donc chrétien. Et alors, la présidente, sachant les réponses un peu, parce que dans le dossier tout y était déjà, elle dit, mais pourquoi vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté votre religion, la religion bouddhiste? Il dit, parce que la religion chrétienne
est la religion qui place au plus haut le pardon. Et je souhaite qu'on me pardonne. Vous vous rendez compte? 17 000 morts au procès, je souhaite qu'on me pardonne. Alors là, tout le monde... Comment, monsieur? Non, non, pas pour moi. Moi, j'ai 80 ans, je vais mourir en prison. Pas pour moi. Pour mes victimes. Parce que c'est le pardon qui libère. Et là, à ce moment-là, il a une formule terrible, et je vous préviens à l'avance, pour que vous n'ayez pas un choc psychologique quand je vais vous la dire. Il dit, si les Juifs avaient été chrétiens, ils auraient pardonné, et ils ne naîtraient pas de génération en génération les victimes de leurs bourreaux. La présidente australienne, pourtant, qui est loin de tout ça, comprend la force performative incroyable de ces mots, elle suspend. Suspension d'audience. Demain matin, 9h, on se retrouve. Et moi, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je me grattais la tête. Putain, c'est à moi de parler demain, parce que présidente, bon, bah, les avocats, donc on réagit sur la formule de Douc. Et là, je me gratte la tête, je trouve pas rien, je dors pas de la nuit, je me dis, mais c'est dingue, comment on peut dire une chose comme ça? Et pourtant, d'un point de vue purement religieux, peut-être qu'il a raison, mais qu'est-ce que c'est à me tordre les boyaux, quoi. Et puis là, j'ai au téléphone quelqu'un de mon équipe qui me dit, à Paris, ma femme, elle me dit, tu devrais répondre par la formule de Jean Kelevitch, le pardon est mort dans les camps de la mort. Magnifique. Donc le lendemain, j'arrive. Donc premier groupe de partie civile, Maître Pierre-Olivier Sûr, vous avez la parole, donc vous appuyez sur le petit bouton, tac. Puis après, c'est extraordinaire, vous avez le casque, vous entendez l'écho, c'est traduit dans toutes les langues, vous savez, du monde. Et puis vous avez le public. Alors le public, c'est pas comme une affaire pénale en France avec tout un tas de monde, c'est surtout des chercheurs qui viennent du monde entier, ils sont tous avec leurs ordis, il y a très très peu de gens en fait, il y a que des chercheurs. Eh bien, je vais répondre à Monsieur Douc par une formule de Jean Kelevitch, philosophe français, juif, qui, au début de son travail, dont les parents sont morts dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, au début de son travail philosophique, pardonnait, et qui, à la fin de sa vie, a retiré son pardon aux nazis, par la formule « le pardon est mort dans les camps de la mort ». Vous voyez, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que ce métier, qui peut être un métier de gratte-papier, je vous le disais tout à l'heure, qui peut être un métier qui traverse l'histoire depuis Démosthène, est un métier qui vous monte très 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 haut dans la philosophie humaine, très 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 haut. Et qui fait que quand vous exercez ce métier jusqu'au bout des griffes, comme moi, eh ben vous êtes habité toute votre vie par ça. Voilà. Alors ça, c'est le procès Douc. Maintenant, je vais essayer de vous faire rire, parce que là, c'est lourd, c'est lourd. Il faut un petit peu, avant de nous séparer, sourire. C'est André Guelfi. André Guelfi, c'est Dédé la Sardine. Dédé la Sardine, c'est le procès Elf. Le procès Elf, c'était les années Mitterrand. Les années Mitterrand, c'était la gauche au pouvoir, c'était beaucoup de valeurs de gauche qui allaient être mises en place, mais c'était aussi beaucoup de dérive de l'argent et de corruption comme jamais on a connu d'ailleurs. Et le procès Elf en était le symbole de ça. Et mon client était un autodidacte, André Guelfi, qui s'appelait Dédé la Sardine parce qu'il avait inventé le principe de sardine congelée vivante au large de la Mauritanie. Il avait affrété un petit bateau, il mettait de la glace, il mettait des sardines, tac, tac, puis il les expédiait, il est devenu milliardaire avec ça, prodigieux, etc. etc. Et puis, bien dans l'affaire Elf, il était ce qu'on appelait la gare de triage, c'est-à-dire que les explorations, les exploitations de pétrole dans le monde entier crachaient du pétrole pour Elf, mais pour ça, et pour pouvoir exploiter du pétrole en Ouzbékistan, au Venezuela, en Russie, à Saratov, je me souviens, eh bien, il faut donner des commissions aux préfets, aux maires, à tous les types qui représentent un peu de pouvoir sur place. Donc vous prenez le fric, mais vous en renvoyez, ça s'appelle des commissions.
Et puis, il y a ce qu'on appelle les rétro-commissions, quand de ces commissions, on tire un peu d'argent, qu'on renvoie chez les dirigeants de la société française Elf, à travers ce qu'on appelle une centrale financière qui était en Suisse, et c'était Guelfi qui était à la manœuvre pour organiser ce qu'on appelait donc cette gare de triage. À côté de lui, sur le banc des prévenus, vous aviez Sirven, Tarallo, qui étaient des types beaucoup plus cultivés, beaucoup plus fins que lui, dont un, Tarallo, avait été à l'ENA dans la promotion de Chirac. Donc vous aviez mon gars qui s'occupait de poissons, et puis vous aviez les narcs devant. Et quand on arrive au procès le premier jour, on était dans sa grande Mercedes blindée, et son chauffeur avait mis la radio, et sur France Info, on passait en boucle ouverture à 13h30 du procès Elf qui va juger toute la Mitterrandie et même toute l'intelligentsia qui tournait autour de François Mitterrand, puisque même Françoise Sagan, etc., vous savez, celle de Bonjour Tristesse, je vous recommande Bonjour Tristesse, c'est un tout petit livre d'amour extraordinaire. Et il me dit, on va être jugé où? Il me dit ça pour tuer le silence, pour tuer l'angoisse. Avant d'aller à un procès comme ça, on est perclus de trac, un peu comme un acteur. Donc pour faire la conversation, c'est où on va être jugé où? Je lui dis, première chambre du tribunal, on dit que c'est là qu'a été jugée Marie-Antoinette. Il me dit, ah. Puis silence, on revient tous les deux dans notre trac, dans notre angoisse. Il me dit, c'est qui Marie-Antoinette? Alors je lui dis, c'est la femme de Louis XVI. Silence, encore. Et tout d'un coup, une voix gutturale qui vient de très loin. Elle a pris combien? Je le regarde. Et je me revois avec le plat de ma main, vous voyez, faire la guillotine sur l'énorme siège en énorme cuir de la Mercedes. Je dis, elle a été guillotinée, André, guillotinée, tac, comme ça. Et il me dit, c'est pas bon pour nous, ça. Et vous voyez, ça, mais c'est pas que ça reste, c'est que c'est mieux que ça encore. C'est que je l'ai plaidé le dernier jour de l'audience, et c'est peut-être grâce à ça qu'il y a 3 ans requis ferme avec mandat de dépôt, il a pris 2 ans sursis. Et après, le président Desplan, qui était le président que j'avais vu plusieurs fois après, il dit, mais les traits d'humour de Guelfi, et ceux que vous avez racontés, mais d'une façon générale, le personnage, ça l'a sauvé, quoi. Vous aviez d'un côté Tarallo, la promotion d'ENA de Chirac, on lui pardonne moins qu'un mec comme Guelfi, quoi. Donc, vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est de l'humain, c'est de la patte, c'est de l'humain jusqu'au rire. Et la justice aussi pèse sous le rire comme elle pèse sous les larmes. C'est pour ça que c'est magnifique, la justice. Regardez Balkany. Je défends Isabelle Balkany. Isabelle Balkany, à un moment donné, elle était tout le temps sur les ondes, elle énervait tout le monde, et je lui dis, écoutez, Isabelle, ça suffit, là. Ça suffit, plus d'interviews, plus rien, vous la bouclez. Elle me dit, ouais, avec une voix un peu d'une voix de cigarette, elle clopait beaucoup, la malheureuse, elle a un cancer d'ailleurs des poumons. Et puis un soir, un dimanche soir, j'étais chez moi, je vois mon portable, ding ding, je l'ouvre, Isabelle Balkany. Je dis, bon, allô Isabelle, ça va? Comme elle se suicidait aussi toutes les 5 minutes, j'étais toujours un peu inquiet. Oui, il faut regarder BFM parce que je suis sur BFM là, dans 5 minutes. Comment? On avait dit que... Ouais, mais bon, Apolline de Malherbe m'a appelé, et puis c'est une copine de Fogiel qui m'adore. Fogiel m'a dit, bon. Mais c'est contre-productif, c'est débile, il fallait pas, on avait dit, il faut essayer de garder une ligne. Ouais, non, je me suis laissé, peut-être j'ai fait une connerie, il faut regarder, et puis on en parle après. Bon. 3 quarts d'heure.
3 quarts d'heure un dimanche soir, genre, je sais pas, 18h30, 19h. Apolline de Malherbe, regardez si vous tombez, c'est facile à retrouver, hein, elle est tout le temps dans les cordes. C'est-à-dire que Isabelle Balkany est fabuleuse. Elle lui explique ce que c'est qu'un homme ou une femme politique. Elle lui explique ce que c'est qu'à la différence des énarques qui sont dans les bureaux, que d'être sur les marchés, que de connaître le nom des gens, que d'aller à la crèche, que d'aller à l'hôpital, à la clinique, que de prendre les... Bon. Et puis à un moment donné, elle a cette formule magnifique. Mais pourquoi Isabelle Balkany, vous avez votre bracelet électronique maintenant pourquoi vous respectez pas les horaires, quoi? Mais parce que pendant l'après-midi, je vais à Levallois. Mais vous n'avez plus le droit d'aller à Levallois. Votre mari a été sorti de Levallois, vous n'aurez plus le droit de vous représenter, dit Apolline de Malherbe. Elle croit Apolline de Malherbe, là, elle est une sorte de justice divine, elle lui rappelle tout simplement. Vous savez ce qu'elle répond, Isabelle? Apolline de Malherbe, comprenez une chose, l'air de Levallois me manque. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'aimerais que tous les hommes et les femmes politiques me disent l'air de Marseille, l'air d'Orléans, l'air me manque. L'air de ma commune, l'air de mes gens, l'air de mes électeurs me manque. Et ça, quand elle dit ça, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre, quoi. On comprend qu'elle est exceptionnelle comme homme ou femme politique. Et puis à la fin, 3 quarts d'heure. Et là, Apolline de Malherbe, qui avait été vraiment mise dans les cordes tout le temps, elle sort le couteau. Isabelle Balkany, ça sera ma dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Balkany, c'est fini? Marie est en prison, Balkany, c'est fini. Là, je me dis, putain, c'était la question de trop. Je savais, c'était pour cette question-là qu'il ne fallait pas qu'elle y aille sur cette émission. Elle a peut-être été bonne jusque-là, mais c'est cette question qui tue évidemment que c'est fini. Et au moment où je me dis ça, elle lui dit non. Non, c'est pas fini. Et là, on voit la Apolline de Malherbe qui dit, c'est pas fini, mais vous plaisantez, c'est... Non. Patrick et Isabelle. Donc elle répond par les prénoms au patronyme. Hein. Les Balkany, c'est fini, elle répond par Patrick et Isabelle. Non, Patrick et Isabelle Balkany. 40 ans d'amour. L'amour, ça dure toujours. Paf! Et là, à l'écran, plein écran, vous voyez les yeux d'Apolline de Malherbe qui se baissent. Isabelle avait gagné. Elle avait gagné. Et là, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et là, j'étais là, l'avocat, en me disant, mes conseils, c'était bien sûr qu'elle est forte. Bien sûr qu'elle est forte. Un autre jour, à l'audience, elle arrive. Je lui dis, vous avez été trop mauvaise hier, aujourd'hui, vous ne parlez pas, droit au silence. Voilà. Bon, d'accord. Parce qu'elle était marrante en plus. Et puis, d'accord. Alors la présidente l'a fait venir, c'était à la cour, donc le mur de la cour, donc tu vois la petite salle d'audience, genre la 17e ou la 31e. Isabelle Balkany, venez à la barre, je vous prie. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question du moulin de Giverny. Ah, Madame la Présidente, non. Comment non? Mon avocat m'a dit que j'avais été mauvaise hier. Il a sans doute raison. Donc aujourd'hui, c'est lui qui répond. Moi, j'exerce mon droit au silence. Donc rire dans la salle, évidemment. Puis alors, les salles, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais Phnom Penh avec des chercheurs, avec leurs ordis, des trucs, et du monde entier, hein, des chercheurs du monde entier. Là, c'est l'inverse. C'est la foule de militants politiques qui sont pour ou qui sont contre, et puis les dizaines de journalistes qui écrivent et qui se marrent, et qui passent des petits post-it. Bon. Vers 16h, elle me dit, ça va durer longtemps aujourd'hui, donc elle est assise, donc je suis là, sur le banc là, elle est assise devant moi sur le banc des prévenus, puis il y a la présidente à 2,50 m de là. Ça va durer longtemps. Je dis, ça sera fini pour 6h. Ouais. À 6h pile, ou 6h moins le quart, elle m'appelle, elle se retourne vers moi. Mais alors pourquoi elle ne suspend pas la présidente? Et elle fait exprès que ce soit de parler assez fort, les journalistes entendent, toute la salle entend, quoi. Je dis
non, Isabelle, là, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Finalement, on a pris du retard à cause de l'expert machin. Enfin, tu connais le truc. Donc, allez, aujourd'hui, ça peut durer jusqu'à 19h30, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Bon, très bien. Puis là, je la vois, elle tape sur son téléphone comme une malade. Donc, visiblement, elle avait un rendez-vous, je sais pas. Elle reterme normalement. Puis 10 minutes après, elle me dit, tu crois que je peux aller faire pipi? Oui, oui. Discrètement. Oui. Donc, je fais un petit signe à la présidente. Elle va revenir, donc c'est pas la peine de suspendre. Ok, ok. Sauf qu'elle ne revient pas. Au bout de 25 minutes, elle n'est toujours pas revenue. La présidente commence à me dire, mais... Je lui dis, je sais pas moi. La présidente, on suspend. On attend encore 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, elle revient. Alors là, silence absolu, les journalistes se bidonnent, tout le monde se bidonne. Vous êtes malade, Isabelle? Tu comprends, c'est con chez BFM. Il était prévu un plateau en direct avec Rutel-Krief à 6h30, donc si ça se finissait à 6h, c'était bon. Et alors, comme ça dure plus longtemps, eh ben, je les ai fait venir, on a fait le plateau en direct devant la salle d'audience, c'était plus commode. Elle le dit fort comme ça. C'est prodigieux, ça. Tout le monde entend. Ça, c'est ces affaires politico-judiciaires. Avec Bernard Tapie, vous en avez plein comme ça, avec tous les hommes et les femmes. Et Pasqua. Balkany, c'est un peu le Pasqua d'aujourd'hui. Pasqua, à l'époque, je me souviens, un dossier Sofremi, c'était du temps du pôle financier. Il est mis en examen. Il sort à 20h. Il fait nuit noire, c'est l'hiver. Vous avez, je sais pas moi, vous avez 50 journalistes tout autour. Et bon, attendez, je vais avoir une seule déclaration. Je veux que tout le monde soit là. La petite de France Télévisions, elle est là. D'accord, tu te mets là. Le petit là il appelait tout le monde les petits de Europe 1, là, tu te mets là. Voilà. Là, Chloé Triomphe, là, tu viens, la France Info, là, tu te mets. Il les connaissait tous par leur nom. Puis il fait son parterre. Et moi, j'étais là, j'avais 1 mètre de recul et je regardais. Bon, je n'ai qu'une déclaration. Eh bien voilà, le juge Philippe Courroy m'a convoqué ce matin à 10h pour me mettre en examen. C'est ce qu'il a fait. Il m'a mis en examen pour 12 dossiers. Mais je crois qu'on peut dire à l'issue de cette journée qu'on ne me reproche rien. Et il se casse. Fabuleux. Toujours, c'est extraordinaire. Ça, c'est la manipulation, vous voyez, la manipulation de l'opinion, la manipulation de la presse. Manipulation de la presse, j'étais un jour avec un avocat qui s'appelle Ducos Sader, un grand avocat pénaliste de Bordeaux. On était dans une affaire de diffamation à Périgueux, aux assises de Périgueux. Il défendait le médecin, je défendais l'infirmière qui avait mis le potassium, je me souviens, dans les veines de la fille, de la malheureuse qui avait un cancer du pancréas. C'était ses derniers jours, elle allait mourir, et ils l'ont aidée à mourir, comme on dit maintenant, sans vraiment que tout le monde soit d'accord, la famille, etc., etc. Et puis comme dans l'hôpital, il y avait une histoire de cul qui s'était mal passée entre l'infirmière et je ne sais pas qui, donc le je ne sais pas qui a dénoncé en disant voilà. Et puis on se retrouve devant les assises. Alors ces affaires-là, c'est toujours des acquittements ou des peines très 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 faibles, puisque bien sûr, il y a l'expert qui vient dire de toute façon, cette malheureuse dame, elle allait mourir entre 24 heures et 48 heures, peut-être elle aurait encore tenu 3 jours, mais de toute façon, c'était l'extrême fin. Les parents viennent dire, écoutez, oui, on peut le dire, on s'est dit, on a été libérés. On a été libérés quand mamie a été libérée. Ouais, mais enfin, demande l'avocat général, est-ce que vous étiez au courant qu'on allait abréger? Ah non, on n'était pas au courant. Ça vous fait quoi de vous dire que vous n'étiez pas au courant et que c'est le médecin qui a décidé de l'heure de la mort? Monsieur l'avocat général, je veux dire que ça me fait... Ouais... Enfin, d'un autre côté, mamie, elle souffrait trop, quoi. Enfin, on voit le truc. Donc, normalement, acquittement. Et là, on plaide,
Et là, moi, mon infirmière est acquittée, très bien, mais le médecin, il se prend plein la gueule, il se prend 5 ans avec sursis, mais quand même 5 ans avec sursis, ce qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... C'est la jurisprudence la plus sévère. Donc je suis avec Ducos Adair, il est 2 heures du matin, on est sur le banc de la cour d'assises. Je lui dis, oh, c'est quand même... putain, qu'est-ce qu'on va... Bon, qu'est-ce que je dis à la presse? Je dis que je suis content pour l'infirmière et que que c'est dommage pour le médecin, que les jurés n'ont pas compris, qu'il fallait que l'acquittement intervienne pour... Ah non, non, tu dis surtout pas ça. Non, non, on fait un triomphe collectif, d'accord? On dit qu'on se réjouit, que les jurés ont été formidables. Oui, mais on parle des 5 ans... Ah non, non, on ne parle pas des 5 ans sursis, on dit les jurés ont été formidables, ils nous ont compris, etc. Je lui dis, bon, bah, très bien. Il me dit, laisse-moi faire. Il est plus vieux que moi et dans notre métier d'avocat, il y a une sorte de pré-séance par l'âge. Donc il va devant toutes les caméras. Eh bien, voilà, nous, avec mon confrère, mon confrère parisien, on a obtenu un très très beau succès. Les jurés nous ont compris, chacun comprend maintenant que ce problème de l'euthanasie est un problème de société, qu'il faut une loi, et par la clémence du verdict que nous avons, c'était le verdict le plus lourd qu'il y avait jamais eu concernant un médecin. Quoi, voilà. Manipulation de l'opinion. Et manipulation de l'opinion la plus extraordinaire, c'est Vergès en sortant du procès Omar Haddad. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Omar Haddad, ce jardinier qui a tué peut-être ou un autre, et puis Madame, comment elle s'appelle, Marshall, puis en mourant avec du sang, elle aurait écrit « Omar m'a tué », et puis elle fait une faute d'orthographe qui était la même qu'elle fait dans les mots croisés. Enfin, c'est ce que disent les... Enfin, moi, je sais pas. Donc, Vergès plaide pour Omar, et il plaide mal. Il plaide mal, c'est plus... Voilà. Les uns et les autres se disent, Vergès, c'est plus ça, etc., etc. Mais Vergès savait que le dossier, ça ne le ferait pas. Il savait que le président des assises, ça ne le ferait pas. Et d'ailleurs, pendant tous les débats, il avait posé assez peu de questions. Il plaide juste une demi-heure. Bon. Et il se prend un très mauvais verdict. Je ne sais pas, il prend 15 ans ou un truc comme ça, ou 17. Sauf que il avait prévu son coup. Il sort de la salle d'audience, il monte sur une table. Il attend que toute la foule arrive, et les journalistes en particulier, et il hurle « Il y a 100 ans, on a condamné un officier parce qu'il était juif !» L'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il est marocain. Magnifique. L'Académie française prend le truc et il obtient, grâce à cette formule, cette déstabilisation, cette manipulation de l'opinion, il obtient que le président de la République prononce une grâce partielle. C'est-à-dire qu'il n'est pas gracié, mais il est sorti de prison bien avant le temps qu'il aurait dû faire s'il avait dû purger sa peine. Et ses avocats ont fait récemment un procès en révision, donc on fait un procès du procès, et ils ont perdu, donc il n'y a pas eu de révision. Donc la vérité judiciaire, c'est que Omar est coupable, et la vérité médiatique, c'est que Vergès a complètement retourné l'opinion. Voilà, mes chers amis, ces petites affaires qui nous... Est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors, est-ce que vous avez des questions? On peut d'abord applaudir? Non. Allez, il nous reste un quart d'heure, maintenant on fait un débat tous ensemble. Allez, vas-y, fonce. Monsieur Balnier, vous avez écrit un livre, je crois, sur Douk, sur ce procès. Des avocats comme Richard Malka ont écrit des romans pour pouvoir faire une sorte de catharsis de leur procès, comme Charlie Hebdo. Vous, pourquoi vous avez choisi de parler précisément du procès, pas forcément du roman? Est-ce que c'est une forme de catharsis aussi? Ouais. À quel point ça vous a marqué dans votre vie d'avocat? C'est une bonne question, c'est une très très bonne et belle question. Nous, avocats, il y a quelque chose qui nous manque, ou quelque chose qui est difficile à vivre, c'est l'éphémère de notre exercice. La plaidoirie dans l'affaire Douk, je l'ai prononcée une fois, ouais, c'est tout. Pour Isabelle Balkany, j'ai plaidé 2 fois, c'est fini. Pour un type qui s'appelle Lastenay, qui a tué 5 vieilles dames,
un tueur en série que j'ai défendu il y a 30 ans maintenant. C'était un de mes premiers dossiers criminels de conférence du stage. Et quand j'ai dit que c'était pas lui qui avait tué mais le diable, et qu'il fallait juger le diable et pas juger le petit mec idiot qu'on voit dans le box, et que j'ai obtenu qu'il prenne pas le maximum, et ben voilà, je l'ai plaidé il y a 30 ans. Et pourtant, cette affaire Lastenay, elle est absolument prodigieuse, elle continue à me hanter. Le gars, je le vois encore en prison, une fois par an, je vais le voir en prison, parce qu'il n'est toujours pas sorti. Vous voyez, il y a des moments où vous avez envie de cristalliser les choses. Et cristalliser, c'est écrire, puisque notre art est verbal. Hein, les mots passent, verba volant. Donc on a envie d'écrire. On a envie, c'est je crois, un réflexe qu'on a de survie. Un réflexe de survie. Voilà. Et puis, il y a des moments qui passent à travers nous, qui participent à l'histoire ou la réflexion philosophique au plus haut, donc on a envie de la partager. L'histoire d'Houck, j'ai envie de la partager. Ce mot de Jean Kelevitch, j'ai envie de le partager. Ce type qui récitait la mort du loup de Vigny dans le texte, qui a tué 17 000 morts et qui finalement était très très intelligent et qui finalement, je vais vous faire une confidence, était plus attachant intellectuellement que les fils et filles de victimes que je défendais, qui parlaient pas un mot de français, qui n'avaient pas du tout ma culture, et on se comprenait pas. J'étais plus proche de Douk que des victimes. C'est fou, j'ose vous le dire. Ben, c'est tellement dur à supporter aussi. Le mec, il a quand même tué 17 000 personnes. Ce que je vous dis là, c'est tellement dur à supporter que j'étais plus proche du type qui a tué 17 000 personnes que de la victime, du fils. Qu'il y a un moment donné où, il y a un esprit catharsis, il y a besoin de catharsis, bien sûr. Et puis, la troisième raison, c'est que les avocats ont aussi un ego surdimensionné et que ça passe aussi par cet exercice très, très flatteur ou un peu absurde qui consiste à écrire un livre. Voilà. Et le bouquin sur Douk, j'ai été en finale du Femina. Donc à un moment donné, j'ai cru que j'allais avoir le Femina, on n'était plus que deux. Voilà. Je me suis dit, oh là là. Donc ça participe aussi à une gloriole, à une récompense. Vous voyez, la récompense, c'est pas que l'argent. Dans l'affaire Douk, il n'y a eu absolument aucun argent. Aucun. Mais on a un métier où la récompense, c'est aussi l'art du beau geste, c'est aussi cette défense extrême. Oui, on n'est pas du tout des hommes et des femmes d'argent, où on l'est forcément en tant que chef d'entreprise. Mais jamais un avocat vous dira que ce qui l'anime, c'est gagner du fric. Hein, donc, quand vous êtes à HEC et que vous voyez les gars qui veulent être dans les fonds, qui veulent être traders, etc., ils vous disent, moi je sais que trader c'est une vie de merde, mais ce que je veux c'est gagner du fric. Voilà. Et ils vous le disent, très clairement. Jamais vous trouverez un avocat qui vous dira ça, jamais. Donc voilà pourquoi Malka écrit, pourquoi j'écris. Plaidoirie de Malka, ben voilà, il l'a prononcée une fois, ben maintenant elle est un peu éternelle, quoi. Un peu éternelle. Voilà. Mais c'était une bonne question, j'espère que j'ai donné une bonne réponse. Mademoiselle. Monsieur Bâtonnier, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus dur ou difficile avant un procès? C'est le client. C'est le client. Parce que le client, il faut le gérer. Nous, je dirais, nous, de toute façon, c'est notre job et on a des émotions, on a le trac, etc. Bon. Mais le client, pour le driver jusqu'au procès, vous voyez, le type dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne veut pas couper sa barbiche, le type qui vous, comme un débile, vous ressasse qu'il n'a pas fait les actes. Non, je n'ai pas violé la petite fille. Mais monsieur, maître, vous n'y étiez pas, hein? Non, monsieur, j'y étais pas, mais vous avez un faisceau de preuves
C'est quoi un faisceau de preuves? C'est un certain nombre d'éléments qui, si on les ajoute bout à bout, fait qu'il n'y a pas de doute. Vous l'avez violé. Et qu'est-ce que c'est que votre faisceau de merde? Dites-moi votre faisceau. D'abord, il y a la téléphonie. Il y a une écoute téléphonique. Mais la téléphonie... Vous êtes sûr que c'est ma voix? Non, dans le dossier, il y a la transcription, mais... Vous n'avez pas vérifié? Vous n'avez pas vérifié que c'est bien ma voix? Mais vous êtes nuls! Quand vous êtes jeune avocat, vous le prenez, ça, je vous le fais en direct, mais ça à tous les coups. Non, monsieur, mais... alors vérifiez, et puis revenez me voir. Madame le juge, je voudrais vérifier. Attendez, maître, vous plaisantez, enfin, c'est... non, mais vous savez, mon client... Écoutez, maître, votre client, il faut le tenir. Vous voyez, on est aussi l'intermédiaire entre le juge, parce que le juge et moi, on sait que c'est bien sa voix, évidemment, puisqu'il y a tout. Alors, vous revenez le samedi d'après voir le gars en prison, vous l'avez vérifié, c'est bien ma voix? Non, mais on va demander. Bon. Il y a quoi d'autre comme... il y a la petite fille qui dit que... Mais la petite fille, elle ment. Mais la petite fille... vous comprenez pas, maître, qu'elle est sous l'emprise de sa mère? Et qu'ils font ça pour me faire chier, toutes les deux? Vous comprenez pas ça? Oui, mais monsieur, quand... Mais vous êtes mon avocat ou vous êtes son avocat, vous voyez? Et là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Monsieur, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais vous dire une chose. Alors maintenant, pour moi, c'est facile. J'ai bientôt 40 ans de bar. Monsieur, écoutez, j'ai 40 ans de bar. Je peux vous dire le procès, je vais vous le faire. Je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Donc vous choisissez, vous pouvez... Bon, mais si on avoue, si à un moment donné il y a quelque chose, si à un moment donné vous vous effondrez vers la petite fille et vous lui demandez pardon, je vous assure que les jurés, ils vont vous regarder. Et puis à un moment donné, ils vont baisser au maximum de ce qu'ils peuvent la peine. Monsieur, si vous reconnaissez les faits, vous allez prendre moins de 10. Si vous continuez à nier comme un débile, vous allez prendre entre 12 et 15. Comprenez ça, monsieur? Comprenez? Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Là, le gars, vous le tenez. Mais quand vous êtes jeune avocat et que vous avez 4 mois de bar, ça ne marche pas. Donc le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est ça. Je me souviens d'un truc. Là, j'étais membre du conseil. Je n'étais pas bâtonnier encore. On reçoit à l'ordre une lettre d'un gars comme ça. Monsieur le bâtonnier, je vais me suicider ce soir. Donc lorsque vous lirez cette lettre, je ne serai plus là. Et je vais vous expliquer les raisons de mon suicide. J'ai été poursuivi pour inceste et j'ai nié les faits jusqu'au procès. Évidemment, c'était pas facile. Je niais les faits alors que je l'écris aujourd'hui. J'étais coupable, mais je niais les faits. Et j'avais donné instruction à mon avocat de nier les faits avec moi. C'était important pour moi. C'était important pour moi parce que j'ai une compagne avec laquelle j'ai un enfant. Et pour elle et pour ma fille, aujourd'hui, je ne pouvais pas reconnaître les faits. Et je préférais être condamné à plus, mais leur expliquer que j'avais été jugé avec une erreur judiciaire et qu'il faudrait faire appel et qu'on irait en cassation, qu'on irait devant la Cour européenne. Cela maintiendrait leur présence et leur amour, même en prison, à travers les murs de la prison. Sinon, je les perds. Et même libre, la vie n'a plus de sens pour moi. Eh bien, figurez-vous que mon avocat, à l'issue des 2 journées d'audience qui se sont mal passées pour moi, dans sa plaidoirie, a reconnu les faits. Il a dit, voilà, je ne peux plus le défendre comme il m'a demandé de le défendre. Je m'adresse à la petite Laura. Je lui dis, je sais que mon client t'a violé.
Et si lui n'a pas la force de te demander pardon, je te demande pardon pour lui, etc. Et cela, évidemment, a eu l'effet catastrophique qu'on pouvait imaginer. À la fois, ça n'a pas fait baisser la peine, puisque ce n'est pas moi qui le disais, mais mon avocat. Et à la fois, j'ai vu par le regard de ma compagne à ce moment-là que plus jamais je la reverrai. Et que je perdais ma fille, celle que j'aime, etc. Suicide, l'histoire est vraie. Suicide. Et moi, jeune membre du Conseil de l'Ordre, je convoque l'avocat. Quelqu'un qu'on connaît, un jeune pénaliste à l'époque. Je lui dis, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu, mon gars? T'as vu? C'était terrible, c'était dramatique. C'était dramatique. J'en ai presque encore les larmes aux yeux. C'était dramatique. Voilà notre métier d'avocat. Voilà. Donc, ce qui est le plus difficile, c'est le client, bien sûr. Et la vérité. C'est les deux choses les plus difficiles. Autre question? Il faut que je sois à 8h quelque part. Oui. Et j'ai une demi-heure de vélo. Vraiment merci. Merci Voilà. à tous, vous avez été un public merveilleux ce soir, très attentif, je crois qu'on peut les remercier. Bah oui, c'est moi qui vous applaudis. Et Merci soyez Benoît. avocat, soyez magistrat, soyez juriste et surtout soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers. Hein. Allez, bonne soirée, jeune gens. Bonne Merci soirée. à vous. Bravo, merci beaucoup. Je tenais absolument à ce que tu sois libéré.